Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour ce nouvel épisode d'APS-G qui sera consacré, si vous ne l'avez pas compris, à l'Alpha 7 Mark II ou A7 II ici dans nos contrées. Donc je ferai une petite présentation de cet engin que je viens de recevoir. Et à propos de recevoir, faites attention des fois quand vous achetez un truc en occasion, voilà dans quoi est emballé l'appareil photo. Le principal intérêt de toutes ces caractéristiques est que ça en fait une plateforme polyvalente et compacte sur laquelle on peut virtuellement brancher n'importe quel objectif à partir du moment où il n'y a pas de miroir et où le capteur est situé très proche de la monture, ce qui permet via un adaptateur, s'il existe, d'adapter n'importe quel objectif, qu'il soit autofocus ou non. Niveau caractéristiques, il y a vraiment énormément de choses que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, enfin là tout de suite, parce que ce serait chiant et je ferai peut-être une vidéo chiante, mais voilà, il faudra ne pas mourir devant. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on aura un capteur plein format avec la stabilisation tout le temps. Bon, sur les objectifs manuels, ce sera sur 3 axes, à condition que vous mettiez la focale dans l'appareil photo. Ce sera sur 5 axes évidemment, comme ce sera avec des objectifs autofocus, que ce soit Sony E ou des objectifs avec une monture style Metabone ou Sigma qui va permettre en gros de transformer votre objectif autofocus d'autres marques en objectif natif Sony, ce qui est possible maintenant grâce au nouveau firmware et très intéressant pour pouvoir utiliser plein de choses dans votre appareil photo, comme du coup la stabilisation sur 5 axes. Après, ce que j'ai dit, c'est qu'on pouvait adapter n'importe quel objectif dessus. Attention cependant, c'est quand même mieux de prendre des objectifs du coup argentiques, puisque à l'époque de l'argentique, à part exception de certains modèles, les modèles ayant les plus petits capteurs, c'était les Reflex 24-36. Donc par exemple, si vous voulez mettre quelque chose, mettez pas forcément du 4 tiers ou des trucs dans le genre, essayez d'utiliser des vieux objectifs Nikon, des objectifs Minolta, Canon, ou même vous pouvez essayer d'adapter des objectifs Mamiya. Ça vous plairait pas d'adapter ça sur ça? Oh yeah! La bague existe, j'ai vérifié, on peut en acheter sur eBay. Mais bon, le look de l'appareil photo après... Donc maintenant parlons d'un endroit dont vous ne reviendrez jamais si vous vous perdez. C'est les menus de cet appareil photo. Alors vraiment moi je le mettrais vraiment au top des pires menus d'appareil photo que j'ai vu de ma vie. Avec Fuji. Voilà. Après je sais pas s'ils sont améliorés, Fuji, attention. Parce que quand j'avais mon X100 c'était horrible. Et celui-là, eh ben, il fait pas bien mieux. Hein. Il y a un effort pour vraiment faire en sorte que personne ne comprenne. Et je pense que c'est dû au fait que le traducteur était nul. Et qu'il nous fait des abréviations de trucs qui n'existent pas en français. Et ça, c'est terrible. Notamment le problème que ça pose, c'est que par exemple chez Nikon, les menus, c'est n'importe quoi. Plein de trucs partout, c'est super dense, vous avez un menu pour à peu près n'importe quoi, pour vous curer les ongles, pour découper du jambon, mais il y a un bouton avec un point d'interrogation qui vous dit que vous allez couper du jambon, tandis que celui-là, c'est n'importe quoi. Il indique des trucs, même moi, même des photographes. Je me demande s'ils vont comprendre ce que ça veut dire. Et donc c'est ça le gros problème. En plus l'ergonomie, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de bouton devant. Mais derrière, c'est un peu n'importe quoi. Donc après on a un effort d'ergonomie quand même. On a un mélange entre Nikon et Canon. Donc on va avoir la roue qui maintenant est sur les GH aussi. Donc, mais qui était d'abord sur les Canon, qui permet à la fois qui permet de faire défiler. Ça sert de molette, comme il y a deux molettes sur la Nikon, sauf qu'elles sont ici et là. Et donc, plutôt intéressant. Ça permet de pouvoir régler la vitesse,
l'ouverture et les ISO en même temps quand on est en manuel. Sauf que donc, pourquoi il y a un bouton d'ISO? C'est incroyable. Et après, on pourrait se dire, ah mais voilà, c'est pour régler l'autofocus. Les collimateurs autofocus. Mais pas du tout. Il y a des boutons comme sur le premier bridge que vous est compact, vous verrez. Donc là, vous avez votre petit bouton pour la prise de vue. Ça, la plupart des compacts, le X100 avait ça. Je trouvais ça nul. Moi, je trouve pas ça mieux sur cet appareil photo. Après, on a le display back. Voilà. Voilà, donc on a tous les réglages personnalisés qui se mettent à la suite. On a l'histogramme. Là, on a, waouh, on a. D'ailleurs, on l'a pas dans le viseur, mais on a l'horizon artificiel et plein de trucs super intéressants. Mais pas pour moi. Et donc ça, c'est un peu dommage. Bon, après je rage, mais c'est vrai qu'ils auraient pu en faire un appareil photo vraiment parfait. Juste, pratiquement parfait, hein, parce qu'il y a encore des trucs à changer. Juste si les menus avaient été faits par Canon, par exemple. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc je vais pas m'étendre plus là-dessus, parce que sinon je pourrais passer la journée. Je ferai sûrement du coup une vidéo là-dessus, parce que c'est tellement dense que même moi, quand j'ai essayé de personnaliser mes boutons, je suis allé voir sur un forum pour voir l'onglet où j'étais passé 3 secondes avant, parce qu'il y avait tellement d'informations que j'ai rien vu. Voilà, donc c'est pas terrible. Après, encore un super point négatif. Bon, après, je vais pas dire que c'est un point négatif, attention. C'est que la batterie se décharge vraiment très vite là-dessus, mais pour la taille du boîtier, avoir la stabilisation, un capteur plein format, franchement, je peux pas plaindre Sony qui s'est fait une batterie qui soit trop petite pour en plus. Je peux même les féliciter qu'elle dure aussi longtemps. Donc voilà, il suffira d'en acheter d'autres. Après, le problème que j'ai plus, c'est que là, on va être sur le prix de la batterie qui sera le même qu'une batterie pour, par exemple, une Nikon D750. Ah oui. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que des défauts de cet appareil photo, mais il faut savoir qu'il n'a pas que ça, et c'était à la base pas pour ça que je l'ai acheté. C'est vraiment pour, comment dire, l'opportunité que ça apporte. En fait, moi j'ai toujours adoré les réflexes parce qu'on peut, comment dire, viser quand on n'a pas de batterie dedans. Enfin, sur les Nikon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un rétroéclairage dedans et pour que ce soit net. Enfin bon, avec l'appareil photo pas allumé, dirons-nous, on peut comment utiliser le viseur sans que ça draine la batterie. Et ça, c'était plutôt sympa. Tandis que bah, là-dedans, vraiment, on peut pas. Hein. Évidemment, mais l'intérêt d'avoir un viseur électronique, c'est qu'on va avoir l'exposition réelle tout le temps déjà. Donc par exemple, vous voulez faire des photos de nuit, bon même si ce sera méga bruité, vous aurez un aperçu déjà beaucoup plus clair que ce que vous aurez sur un réflexe, puisqu'il n'y a pas d'aperçu hein, sur un réflexe. Vous visez avec l'objectif ouvert à max, et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus. Et vous n'aurez jamais une idée de ce qu'il y aura derrière. Mais il y a quand même certains problèmes sur un viseur électronique. Donc après, déjà ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est que déjà on travaille à ouverture réelle. Donc on peut utiliser n'importe quel objectif sans avoir de couplage avec l'appareil photo. L'appareil photo ne dira rien. Et, il peut prendre des photos sans avoir d'objectif, donc il vous fera pas chier avec ça. Mais cependant, si vous fermez trop, et ben, le viseur va devenir super lent parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière qui va dedans et il va augmenter comment dire, l'exposition dans le viseur, ce qui va prendre beaucoup de ressources dans l'appareil photo et du coup le rafraîchissement sera pratiquement nul. Vous serez sur pas beaucoup de FPS du coup, et donc c'est un peu problématique. Bon, voilà, il faut bien qu'il y ait des contreparties à ça. Après, ce que je pourrais dire, c'est pas un défaut, mais c'est que c'est quand même bizarre d'avoir tout le temps, viser tout le temps avec son exposition. Et oui, et le système, comme c'est un viseur OLED, comment dire, tous les pixels ne sont pas utilisés pour la définition du viseur.
Donc comment dire, heureusement il y a le peaking. Et le peaking permet de faire des photos super nettes. Parce que sinon vous verrez rien dedans. C'est très très dur de voir la netteté dans l'appareil photo. Et je suis pas aveugle. Donc, ah. Donc vu que je n'ai pas d'objectif autofocus, je ne vais pas tester l'autofocus du coup. Donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas bien. Je ferai certainement une vidéo quand j'en aurai acheté, mais ce sera pas tout de suite. Et donc je vais passer à la conclusion. Donc déjà pour commencer, je vais dire pourquoi j'avais acheté cet appareil photo. C'est que, comment dire, j'avais échangé mon D700 contre un D5500. Et comment c'était pour faire tout le temps mes vidéos que je fais là avec le D750. Et comment, même aujourd'hui où les définitions, même aujourd'hui où les hauts ISO sont vraiment intéressants, et ben comment dire, j'étais pas époustouflé par la qualité du D5500, surtout au niveau colorimétrique où il avait tendance à virer au bleu. Là par exemple, j'ai un filtre léger orange, et là ça apparaît blanc, tandis que ça apparaissait bleu sur le D5500. Enfin bref, je m'égare, mais je voulais quelque chose pour remplacer en vidéo le D5500, donc là, je vais voir ce que ça donne avec celui-là, mais déjà comme c'est un Sony, il va avoir un codec intéressant, le XAVCD. Donc après le Nikon D750 a déjà tout ce qu'il faut, il a le flat profile, lui il a le S-Log 2, me semble-t-il. Donc on verra ça, mais comment dire, de ce que je peux en voir, c'est vraiment un appareil photo très intéressant. Il partage le même capteur avec le D750, sur du coup niveau qualité d'image c'est plutôt pas mal. Je dirais quand même que les JPEG sont vraiment en retrait là-dessus, donc pas terrible. Mais à part ça, les RAW sont bien, et puis c'est ça l'important. Donc moi ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment un très bon petit appareil photo comment dire, ce qui me gêne un peu, ce sera juste le côté un peu moins professionnel dans la façon de l'utiliser et le fait que pour moi c'est toujours, j'ai commencé avec un Sony à viseur électronique il y a très très longtemps. Et pour moi, pour l'instant, c'est toujours l'appareil photo pas très professionnel, mais on va voir si avec le temps, déjà, je le trouve vraiment intéressant, et si ça peut être utile pour faire de la photo et de la vidéo. Et je vous donnerai des retours là-dessus. N'hésitez pas à liker ou regarder mes autres vidéos, ça m'aiderait quand même si vous likez, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la chambre de Goupil.